Au sommaire de ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du président de la République. Plusieurs projets de loi ont été examinés et adoptés. Le point dans ce journal. Lancement ce matin à Niamey de la Journée mondiale de l'environnement, une journée mise à profit pour lancer l'opération nationale de ramassage et de collecte des déchets plastiques. Précision dans un instant. Monsieur Dam, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Conseil des ministres s'est réuni hier dans la salle habituelle des délibérations sous la présence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. La quintessence de ce conseil dans ce commentaire. Afin d'assurer la sécurité de l'aviation civile, la sûreté et la sécurité des documents de voyage, notamment la protection de la sûreté de l'aviation civile internationale, toute assistance mutuelle nécessaire pour prévenir les actes illégaux contre la sécurité des avions, des passagers et de l'équipage, ainsi que l'adoption des mesures pour la sécurité des passeports et d'autres documents de voyage. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de service aérien entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République de Turquie, signé à Izmir le 31 mai 2012. Le présent projet de loi, qui entre dans le cadre de la ratification des instruments juridiques internationaux prévus à l'article 169 de la Constitution, vise la création d'un cadre juridique en vue de faciliter l'expansion des opportunités des services aériens des deux États. L'article 100 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose qu'une loi détermine les principes fondamentaux de la protection des consommateurs. Pour satisfaire cette exigence constitutionnelle, il a été adopté le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection des consommateurs au Niger. Au titre du ministère de l'Énergie et du Pétrole, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant approbation du contrat de partage de production entre la République du Niger et la société Savannah Petroleum relatif au bloc R1 et R2. Ces deux blocs représentent une portion de 50% du bloc d'Agadem, objet de l'autorisation exclusive de recherche pour hydrocarbures accordée en 2007 à la société CNPC NPSA. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications, dont une du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, relative à l'immigration irrégulière de nos compatriotes en Algérie et la situation de nos diplomates en Libye. Une autre communication du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, relative à la conclusion de l'accord entre le Niger et Areva sur les conditions d'exploitation de l'uranium. Suite à cette communication, le Conseil des ministres a instruit le ministre à prendre toutes les dispositions pour la publication dans des meilleurs délais de cet accord au journal officiel de la République du Niger. Autre communication, celle du ministre de l'Équipement sur un marché relatif aux études techniques détaillées, études d'impact environnemental, élaboration de dossiers d'appel d'offres, des travaux de bitumage complémentaires de la route Agadez-Timia, Dabaga, Iferouane, Ougaram, RTA, longue de 485 km. Cette communication est faite à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule, en son article 13, que tout marché dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Pour finir, une autre communication du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique sur le processus d'acquisition d'une licence 3G et le renouvellement d'une licence 2G par la société Airtel Niger SA a été entendue. Améliorer l'efficience et les capacités des projets pour une meilleure exécution, tel est le thème de l'ouverture de la revue conjointe de Portefeuille 2014 Banque mondiale, un atelier qui permettra de faciliter la mise en œuvre du programme de développement économique et social. Le point avec Murtala Zouberou et Issa Hassan. Avec pour thème améliorer l'efficience et les capacités des projets pour une meilleure exécution, cette revue annuelle conjointe de performance de portefeuille du projet financé par la Banque mondiale au Niger témoigne de l'intérêt primordial que les parties prenantes portent au défi du développement du Niger, mais surtout du partenariat durable et dynamique que la Banque mondiale a tissé avec le Niger. Dans son mot introductif, le directeur des opérations de la Banque mondiale au Niger est revenu sur le but de ce partenariat entre le Niger et son institution.
Le but final de ce partenariat étant bien sûr d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes et de répondre sur le court, moyen et long terme à leurs besoins par le biais d'interventions à la fois techniques, financières et basées sur la connaissance. Notre portefeuille, qui n'a cessé de grandir de manière croissante depuis ces 3 dernières années, est passé de 400 millions de dollars en 2011 à près d'1 milliard de dollars à ce jour, ce qui traduit une augmentation de 150% en l'espace de 3 ans. Il faut notifier que le portefeuille de la Banque mondiale donne la grande part au secteur regroupant le plus de potentialités économiques, à savoir l'agriculture et les infrastructures, qui représentent environ 110% de ce portefeuille. Cette distribution s'est reflétée lors de notre visite de terrain sur les sites qui composent le pôle de croissance de Kandaji à Tillabéri, mais aussi le périmètre aménagé des localités de Sona, Lossa et Kokomani, de la deuxième phase du projet d'urgence à la sécurité alimentaire. C'était une visite importante pour moi en tant que directeur des opérations sur le Mali, le Niger et le Tchad, parce que c'était ma première visite à Kandaji, projet très important qui devrait transformer durablement la structure de l'économie du Niger. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre d'État, ministre du Plan de l'Aménagement territorial et du Développement communautaire, est largement revenu sur cette revue conjointe. La revue de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale, communément appelé CPPR, est un des mécanismes de suivi de mise en œuvre du portefeuille et en même temps une opportunité de communication stratégique dont l'objectif principal est de conforter la pertinence et l'efficience des interventions de la Banque mondiale. Elle se veut un forum et une opportunité d'échange, d'analyse critique, d'information, d'enrichissement mutuel qui permet de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la revue précédente, organisée en 2013, d'échanger sur les perspectives du portefeuille et les mesures de simplification et de modernisation des opérations de la Banque mondiale. Le gouvernement du Niger apprécie hautement les résultats atteints dans plusieurs domaines des programmes financés par la Banque mondiale et ces résultats sont le fruit d'un partenariat fécond qui existe entre le Niger et la Banque mondiale. Les résultats qui sortiront au cours de ces travaux permettront de tirer les leçons pour une meilleure exécution des projets et programmes pour une meilleure mise en œuvre efficace du PDS. Autre aspect de ce journal, les ministères de l'Éducation et de la Formation, avec l'appui de l'UNICEF, ont procédé hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey au lancement officiel de l'atelier national d'appropriation du programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024. Un programme qui servira de cadre de référence pour les 10 prochaines années à tous les partenaires et devra permettre d'accroître l'offre éducative et améliorer la qualité des apprentissages. Compte rendu, Hima Sebou et Jamil Omar. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du lancement de l'appropriation du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSEF 2014-2024. Un programme qui vise à permettre à tous les enfants d'accéder au cycle de base 1, d'achever leurs études dans de bonnes conditions et de promouvoir un nombre accru d'élèves vers le cycle de base 2. Le gouverneur de la région de Niamey a rendu un vibrant hommage au président de la République et au Premier ministre pour leur engagement sans faille pour le rayonnement de l'éducation au Niger, tout en rappelant les progrès significatifs enregistrés par le Niger pour l'accès à l'éducation. Le chef de file des partenaires techniques et financiers a réitéré leur ferme engagement à accompagner le Niger. Les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation ont accompagné le processus d'élaboration du PSEF et la préparation de la requête à l'initiative du Partenariat mondial pour l'éducation. En juillet 2013, ils ont endossé le programme et signé avec le gouvernement et les organisations de la société civile un cadre partenarial pour sa mise en œuvre. Cela traduit notre engagement et notre volonté d'appuyer vos efforts pour la réussite de cet important programme. C'est dans cette optique que l'UNICEF, avec la participation des partenaires, a pris l'initiative d'accompagner l'appropriation du programme sectoriel de l'éducation et de la formation
par les différents acteurs du secteur et sa déclinaison en plans régionaux de développement de l'éducation. Procédant au lancement officiel du PESEF, la ministre de l'Éducation primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a salué les progrès notables enregistrés à travers la mise en œuvre du programme décennal de développement de l'éducation avant de se pencher sur l'élaboration du PESEF qui a pris en compte tous les mots qui minent l'école nigérienne pour une meilleure éducation comme le souhaitent les plus hautes autorités du pays. Le PESEF est un programme ambitieux qui donne la traduction sur le plan éducatif d'un Niger émergent qui a besoin de qualifications diverses pour aller dans le sens de la renaissance et de son développement sur le long terme. C'est la première fois qu'un tel programme ait été formulé, discuté et endossé. Nous attendons du PESEF des changements profonds et nous allons ensemble porter les efforts sur la qualité. Pour ce faire, la formation des enseignants sera une priorité et d'ores et déjà, l'Assemblée nationale a voté la loi créant 4 nouvelles écoles normales d'instituteurs. L'initiative pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, sera bientôt opérationnelle et va démarrer son expérimentation visant à donner une qualification aux contractuels. L'équipe des formateurs nationaux, dans le cadre du projet commun avec l'UNICEF, est déjà constituée. Le nombre des universités est maintenant passé à 7, ouvrant les perspectives pour atteindre 50 000 étudiants à l'horizon 2015 et 100 000 étudiants en 2024. Bien élaboré, ce programme sectoriel de l'éducation et de la formation PESEF 2014-2024 sera le tournant décisif pour un bon rayonnement de notre système éducatif qui a tant souffert. Autre fait de l'actualité, lancement ce matin au quartier Kwarakano, précisément derrière le cimetière musulman, des activités commémoratives de la Journée mondiale de l'environnement, initiée par le ministère de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Cette journée a été mise à profit pour le lancement de l'opération nationale de ramassage et de collecte des déchets plastiques. Moudi Moussa, Sambozamo pour le compte rendu. Lancée en grande pompe par la Direction générale des eaux et forêts, cette opération de salubrité entreprise tôt ce matin s'inscrit dans le cadre du lancement des manifestations commémoratives de la Journée mondiale de l'environnement. Une opération dite de nettoyage, de ramassage et de collecte des déchets plastiques sur ce boulevard urbain fortement envahi par des déchets de toutes sortes et qui passe comme une contribution des agents des eaux et forêts dans le combat pour un environnement urbain assaini. Et ce qui nous réunit, nous voulons quand même sensibiliser nos populations, nous-mêmes, pour un changement de comportement, notamment axé sur la question et la problématique de gestion des déchets plastiques. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Les territoires insulaires sont les plus vulnérables du fait de la fonte des glaciers. Mais nous ne sommes pas restés aussi. Nous voulons marquer notre solidarité dans ce sens. Le Niger en tant que PMA aussi est victime des phénomènes néfastes du changement climatique et des phénomènes extrêmes du changement climatique. Placée sous le parrainage du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, cette opération coup de balai a ainsi été l'occasion pour la tutelle de jeter un regard critique sur l'état de l'environnement urbain de la ville de Niamey, mais aussi et surtout de passer en revue les perspectives en vue de débarrasser la capitale des déchets plastiques, conformément à l'esprit du programme Niamey-Niala du président de la République. Le diagnostic que nous avons eu à faire indique malheureusement, et c'est malgré tous les efforts consentis par les uns et les autres, une détérioration continue de l'environnement en milieu urbain où la pollution par les déchets plastiques porte atteinte à la santé, au bien-être et au cadre de vie des populations. Seulement s'il est vrai que des actions concrètes sont menées pour lutter contre ce fléau, il n'en demeure pas moins que la tendance dominante est celle de l'existence de ces déchets plastiques autour de nos maisons, dans les places publiques, dans les espaces verts, dans les caniveaux, dans les rues de nos villes et campagnes. Avec pour thème central village insulaire face au changement climatique, la présente journée de lancement, de ramassage et de collecte des déchets plastiques vise par ailleurs à faire prendre conscience aux populations de la menace réelle qui constitue la mauvaise gestion des déchets plastiques. Occasion pour le gouverneur de la région de Niamey d'appeler l'ensemble de couches de la société à imiter ce bel exemple des agents des eaux et forêts. Si toutes les populations de Niamey et du Niger en général peuvent se mobiliser autant que les eaux et forêts, je pense que
les ordures, là, on pourra en arriver en tout cas à bout de leur existence. Aujourd'hui, cette place-là, je ne sais pas comment vous l'avez choisie, mais c'est quand même symbolique. Parce qu'on n'est pas loin de là où reposent les âmes de nos parents, les cimetières. Nous sommes derrière la centrale qui nous fournit l'électricité à Niamey. Et nous sommes sur un grand boulevard qui est en réhabilitation par le budget national, donc financé par le budget national de la République du Niger. Donc voyez-vous, ce carrefour, quand même, la situation est quand même parlante. Cette action est beaucoup plus concrète parce que là, nous avons vu que c'est le personnel des eaux et forêts qui est sur le terrain. Et j'en appelle à tous les autres corps, tous tant qu'ils sont, que ce soit les militaires, que ce soit les gardes nationaux, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, les commerçants, les syndicats, les ONG, tout le monde, on doit se lever pour en tout cas éradiquer ces fléaux qui nous créent beaucoup de problèmes. Notons que cette opération de ramassage et de collecte des déchets plastiques initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se poursuivra en faveur des populations sous forme de cash for work avec notamment la reprise des gisements de déchets plastiques collectés par la population sur l'ensemble du territoire national. Et puis vous suivrez à la fin de ce journal un film documentaire sur la fiscalité réalisé par le cinéaste et écrivain Harouna Koulibaly. Vous aurez aussi l'occasion de suivre le film complet demain sur notre chaîne à partir de 11h30. Cela dit, comme vous le voyez, les pagnes de Baby Fiesta, la fête annuelle des enfants organisée par le groupe Dounia, sont disponibles. Vous avez le choix entre ces deux couleurs. Voilà, la deuxième couleur. Et les 3 pagnes se vendent ici au siège de la radio et télévision Dounia à 6 000 francs. Vous avez, je le dis, la possibilité de choisir entre ces deux couleurs. Voilà. Et puis celle-là également. Voilà, merci beaucoup. La suite de ce journal clôture hier soir de la réunion des partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion des problématiques liées à l'insécurité dans l'espace sahélo-saharien. Au terme des travaux de cette rencontre des ministres du G5 Sahel, plusieurs recommandations et suggestions ont été formulées. Le point avec Aïssa Ibrahim et son Bozamou. Les ministres du G5 Sahel avec les partenaires techniques et financiers qui s'est tenu le 6 juin 2014 en présence des délégations du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger à l'effet d'examiner les modalités de financement du programme d'investissement prioritaire PIP du G5 Sahel, s'est clos avec la formulation des questions et de contributions afin de l'améliorer. Les interventions des partenaires se présentent comme suit. A. Le représentant de la Banque mondiale a informé l'assistance que l'appui de son institution pour le Sahel est estimé à 1,5 milliard de dollars. Elle est articulée autour de 2 axes essentiels que sont, d'une part, la réduction des vulnérabilités et le renforcement de la résilience des populations et des économies, et d'autre part, la création des opportunités et le renforcement de l'intégration. Par ailleurs, la Banque mondiale apportera un appui pour les populations déplacées internes. B. Le représentant de la BAD a confirmé l'engagement pris par le président du groupe en novembre 2013 pour un montant de 1,9 milliard de dollars concernant les stratégies pays pour l'ensemble du G5 du Sahel dans le cadre du FAD 13. Une stratégie pour le Sahel est en cours d'élaboration et elle mettra l'accent sur la résilience avec un montant de 143 millions d'unités de compte, environ 105 milliards de francs CFA pour les pays du G5 du Sahel. Cette stratégie concernera les domaines de développement des infrastructures rurales et le développement des chaînes des valeurs et des marchés régionaux. Au terme de cette rencontre, le haut niveau de consultation entre les ministres du G5 Sahel et les partenaires sur le programme d'investissement prioritaire, les ministres d'État ont exprimé leur satisfaction. Au terme de nos travaux, je voudrais vous exprimer mes vifs remerciements pour votre participation active à la bonne réussite de cette rencontre de haut niveau de consultation entre les ministres du G5 Sahel et les partenaires sur le programme d'investissement prioritaire.
Votre participation assidue est un témoignage éloquent de votre engagement à soutenir les efforts de nos gouvernements dans la recherche des solutions pour sortir les peuples du Sahel du sous-développement et assurer la paix, la sécurité, la prospérité, le développement durable pour l'espace. Je suis très satisfait aujourd'hui de voir le bout du tunnel, tant au niveau financier, au niveau administratif, et aussi au niveau, en termes au niveau des stratégies aussi, de voir au clair justement la vision sécurité et développement, justement résilience aussi de cet espace Sahel. Nous sommes au terme de nos travaux, Conseil des ministres du G5 Sahel, et je suis très heureux d'avoir participé à cette réunion qui a été très fructueuse. En 2 jours, je pense qu'on a abattu un travail important. Nous sommes heureux, Monsieur le ministre, de prendre la responsabilité d'accompagner la mise en place du secrétariat. Nous allons nous atteler à mobiliser les ressources pour faire en sorte que ce secrétariat-là devienne effectif au plus vite pour permettre la finalisation du programme d'investissement prioritaire. Le programme d'investissement qui a été développé et présenté a mis en relief les efforts faits par les pays du G5 Sahel pour parvenir à un cadre commun de programmation cohérente permettant de répondre aux défis prioritaires relevés par les chefs d'État du G5 Sahel. Un programme soutenu par l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Le ministère de la Justice, en collaboration avec la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes, a organisé hier un atelier de validation de stratégie contre la traite des personnes. Le compte-rendu est signé Hima Seibou. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la validation du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes au Niger. Le président de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes a salué les efforts fournis par les membres de la Commission dans l'élaboration de ce projet avant de procéder à la présentation de sa commission et de se pencher sur la problématique de la traite des personnes au Niger. Au Niger, la problématique de la lutte contre la traite des personnes revêt une complexité qui commande une application attentive, voire scrupuleuse, quant au choix des solutions susceptibles d'être proposées. Je ne saurais donc terminer mon propos sans formuler les vœux que les discussions qui auront lieu lors de cette rencontre soient fructueuses et enrichissantes et qu'elles permettent de dégager un consensus national autour des activités, des mesures et des projets programmés pour juguler efficacement le mal qu'est la traite des personnes. La représentante de l'Organisation internationale de la migration a quant à elle salué la tenue de cet atelier vu l'ampleur du phénomène de la traite des personnes avant d'énumérer par la suite ses dangers. Chaque année dans le monde entier, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attirées par de fausses promesses, par des trafiquants qui obtiennent ainsi leur consentement à leur tromper et les soumettent à l'exploitation économique et sexuelle. Ils utilisent différents moyens de contrôle et méthodes afin de soumettre ces personnes et les déshumaniser. Notons que la traite des personnes est un des crimes les plus rentables au monde. Il est bien souvent classé en 2e position après le trafic d'armes et avant le trafic de drogue. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice a, au nom du ministre empêché, remercié les participants tout en les exhortant à faire une analyse minutieuse de ces plans d'action compte tenu de l'importance que les autorités de la 7e République accordent aux droits de la personne humaine. L'actualité nous rappelle constamment, malheureusement quelquefois sous la forme d'une indicible tragédie humaine. La traite des personnes est un phénomène criminel croissant au Niger qui catégorise certains départements de notre territoire national en zone d'origine, de transit et ou de destination des victimes de la traite. Ceci est inacceptable, car contraire à la politique du gouvernement fondée sur la promotion, la protection des droits de la personne humaine en vue de l'émergence d'une société libre et juste.
3 jours durant, les participants à cet atelier examineront de fond en comble ce plan d'action en vue de sa validation pour que notre pays bannisse à jamais ces phénomènes de la traite des personnes. Ouverture ce matin au Centre régional de la recherche agronomique de la première session budgétaire du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRAN. Une session qui vise à faire le point de la dernière session et analyser les perspectives nouvelles. Nous retrouvons Omar Hama et Issa Hassan. Cette première session du Conseil d'administration de l'INRAN au titre de l'année 2014 est l'occasion pour les membres du conseil d'administration du dit institut d'échanger sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, notamment l'adoption du procès verbal de la dernière session, l'examen et l'adoption du projet de budget 2014. Procédant à l'ouverture de cette session, le président du conseil d'administration a attiré l'attention des membres pour relever les défis afin d'accomplir et d'accélérer l'évolution du système national de la recherche agronomique. Dans le but d'éviter que leur travail ne soit perturbé par des intérêts particuliers, il est nécessaire de garantir l'indépendance des chercheurs vis-à-vis des pressions politiques et économiques. C'est en cela que tire sa force le projet de statut de chercheur dans lequel des garanties de stabilité d'emploi ont ainsi été introduites pour motiver davantage chercheurs et techniciens de l'Institut. Au retour, il sera strictement demandé aux chercheurs le respect du code de déontologie qui, pour sa part, constitue l'ensemble des obligations que le professionnel s'engage à respecter pour garantir une pratique conforme au code d'éthique de la profession. Cela veut dire que pour moi, comme je l'ai dit, s'il est bien vrai que l'État accepte qu'il ait toutes ces avancées positives vers la recherche bien dedans, cela va induire aussi dans l'esprit des chercheurs un autre rendement, c'est-à-dire une contribution que l'État attend donc dans le cadre de ce contrat sociétal. Comme vous le voyez, la nouvelle vision du pouvoir public quant à la mission de l'INRAN se déroule comme un nouveau défi stratégique qui appelle de notre part une grande réactivité, une grande anticipation et une grande responsabilité. Cette session dite budgétaire permettra à cet institut d'évaluer les résultats déjà enregistrés, mais aussi de contribuer efficacement à résoudre des problèmes auxquels est confronté l'institut. Lancement hier après-midi à Africarol des activités de la Nigérienne de l'informatique et de la technologie NITEC, une nouvelle société qui a présenté au public l'ensemble des produits qu'elle offre en matière de haute technologie. Nous retrouvons Omar Hama, Issa Hassan. Cette cérémonie de lancement de la Nigérienne de l'informatique et de la technologie NITEC a débuté par une séance de présentation des produits et démonstration de solutions de gestion de files d'attente intelligentes. Une entreprise nouvellement créée dans le but de répondre aux attentes des entreprises publiques et privées et de la population nigérienne en matière de gestion d'accueil, de vidéosurveillance, entre autres. Le gérant de la NITEC souligne l'importance et la qualité des produits qu'il offre. Avérés dans des différents domaines, faire des transferts de technologie qui vont permettre aux clients nigériens d'accéder aux solutions et aux produits avec les mêmes facilités que dans tous les autres. Donc nous avons introduit sur le marché des solutions de vidéosurveillance qui tiennent en des packs. C'est des packs, on a 4 packs de vidéosurveillance et ces 4 packs contiennent chacun 3 kits. Ces 3 kits, c'est des kits. Le premier kit, c'est un kit de 4 caméras avec enregistreur, écran et tous les câbles fournis. Le deuxième kit, c'est un kit de 8 caméras. Le troisième kit, c'est un kit de 16 caméras. Et tous ces kits-là, c'est-à-dire, c'est ce que nous on appelle des plug and use. Tout est fait, tout est câblé. Si vous voulez vous-même, vous prenez, vous achetez le kit, vous branchez, vous fixez vos caméras, vous branchez les câbles. Nous, on fait la configuration. Et c'est opérationnel. Pourquoi nous avons ces 4 kits? C'est pour que le premier kit qui est notre kit Start à Eco est un kit qui est accessible à tout le monde, particulier comme petite entreprise. La NITEC, avec ce produit haut de gamme, entend satisfaire les besoins de sa clientèle dans un pays où la demande devient de plus en plus importante. Sur un tout autre plan, l'agence de pèlerinage de la Umrah Hamdallah a débuté ce matin une série de formations à l'attention de ses futurs pèlerins inscrits pour le Hajj 2014. Nombreux étaient les pèlerins à prendre part à cette formation très bénéfique. Compte rendu Taïro Amadou et Soumel Dandi.
de ces futurs pèlerins sur les rites du Hajj. Un moment tant attendu par ces pèlerins qui ne cachent pas leur satisfaction. Nous apprenons beaucoup de choses à travers cette formation sur les rites du Hajj. Nous sommes nombreux aujourd'hui, hommes et femmes, et nous félicitons l'agence Hamdallah pour tout ce qu'il fait. Et nous félicitons aussi l'ensemble des encadreurs pour leur disponibilité. Le comportement d'un pèlerin au lieu saint de l'islam, les rites à effectuer sur les différents sites à visiter, en passant par les invocations, tels sont entre autres les thèmes à étudier au cours de cette formation. L'innovation, c'est la Kaaba grandeur sur laquelle nous avons construit ici, en contreplaqué, pour les simulations pour les cours pratiques. Ça vraiment, nos pèlerins l'ont apprécié et on va continuer donc dans ce sens jusqu'à donc au début des premiers vols du Hajj 2014. Vraiment, nous sommes satisfaits de l'ensemble. Et nous invitons les autres pèlerins donc, qui ne sont pas informés donc, de venir suivre donc, ces formations qui sont donc une obligation qui repose sur toute agence où les pèlerins se sont inscrits. Des pèlerins qui nous ont fait donc confiance et vraiment ils ne seront pas déçus. Vraiment par l'expérience que nous avons de la zone du Hajj. Donc vraiment nous comptons donc vraiment sur les pèlerins donc, pour qu'ils soient donc endurants, pour qu'ils s'arment de beaucoup de patience. Parce que le pèlerinage, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un des 5 piliers de l'islam. Donc c'est un événement religieux d'importance. L'agence de pèlerinage et de la Umrah Hamdallah est une agence expérimentée dans l'organisation du Hajj et la Umrah. Elle rassure ses pèlerins quant à la disponibilité des encadreurs de la formation jusqu'au lieu saint de l'islam. À présent, direction Agadez où a eu lieu la cérémonie de remise de diplôme aux récipiendaires du projet d'éducation concernant 11 communes de la région, un projet mis en œuvre par l'ONG Hattamat. Nous retrouvons Ramedi Alassane et Babali Amazagi. Mise en œuvre par l'ONG HD Tamat et à mi-parcours de son exécution car prévu pour une durée de 36 mois de 2012 à 2015, le projet intitulé Amélioration de l'éducation dans 11 communes de la région d'Agadez vient une fois de plus de faire des erreurs. En effet, au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte du groupe El Hadji Akoumili Mohamed, à laquelle prenaient part le directeur général de la Chonichar et le directeur d'exploitation de la Somaïl, ainsi que de plusieurs invités de marque, l'ONG HD Tamat a procédé à la remise d'attestation à 120 jeunes apprenants formés dans 5 que l'on qualifie ici de petits métiers. Ce projet qui est financé par CARE Allemagne et Luxembourg et le ministère allemand de la coopération économique et du développement porte sur plusieurs volets relatifs à l'éducation. La cérémonie cet après-midi rentre dans le cadre des activités que nous mettons, d'un projet que nous mettons en œuvre depuis janvier 2012 qui s'appelle Amélioration de l'éducation dans 11 communes de la région d'Agadez, qui prévoit entre autres activités la construction et l'équipement de 13 salles de classe qui ont déjà été réalisées dans les communes de Agarbi Sanat, Dannat, Gougaram et Ingal, qui prévoit entre autres la mise en place de 10 troupeaux scolaires et de 10 jardins scolaires, la formation de 135 enseignants contractuels, c'est-à-dire des enseignants sans formation initiale, l'extension du centre de formation de Toudou de l'ONG HED Tamat, la formation de 120 jeunes garçons et filles ici de 11 communes. C'est donc la cérémonie dont vous faites allusion qui consacre la fin de la formation professionnelle de ces 120 jeunes garçons et filles-là. Et il y a une autre activité qui est en rapport avec la création, l'animation de 10 centres alpha, ainsi que des campagnes de sensibilisation autour de la scolarisation de la jeune fille. Voilà un peu la présentation sommaire du projet. L'objectif de formation des jeunes qui ont abouti à la cérémonie de cet après-midi, c'est, conformément à la philosophie de Herr Tamat, de
promouvoir l'insertion ou la réinsertion socio-économique des jeunes, c'est de les initier à des petits métiers pour qu'ils offrent des services de proximité dans les zones rurales, dans le domaine de la couture par exemple, dans le domaine de la menuiserie, dans le domaine de la soudure, dans le domaine de la pâtisserie, etc. C'est pour vraiment améliorer l'offre de services au niveau des communes rurales, où nous avons remarqué qu'avec la modernisation des modes de vie, avec l'émergence de nouveaux besoins, il est de plus en plus urgent que les gens trouvent des réponses appropriées à certains besoins. Retenons qu'au cours de cette cérémonie pleine d'humour et de détente, l'ensemble des apprenants issus de tous les corps de métiers formés ont été présentés à l'assistance. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux plus méritants. Aussi, plusieurs intervenants ont pris la parole, s'adressant aux jeunes récipiendaires, les exhortant à l'unisson à pérenniser les acquis afin d'apporter leur précieux concours face aux défis du développement et en passant de la modernisation au sein de leurs communes respectives. Dernier élément de ce journal, le directeur de cabinet adjoint du président de la République a été cette semaine l'invité de l'émission Entretien animée par notre confrère Jibo Oumarou sur Canal 3 Niger. Cet entretien que vous suivrez en partie magazine de ce journal porte sur la gestion actuelle des autorités de la 7e République. Très bonne réception et bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être sur Canal 3 Niger. C'est l'heure de votre émission de la semaine, l'entretien. Nous recevons pour vous M. Ibrahim Yakouba, colonel des douanes de son État. Il est ancien secrétaire général du syndicat national des agents des douanes, ancien rapporteur général du Conseil consultatif national. Il vous souviendra, c'était sous la transition de Jibo Salou. Il est également, il fut ancien ministre des Transports, aujourd'hui directeur du cabinet adjoint du président de la République. Avec lui, nous parlerons éventuellement de son parcours, de la gestion actuelle des autorités de la 7e République et bien évidemment la situation sociopolitique actuelle. Monsieur Ibrahim Yakouba, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Merci, c'est un plaisir. On vous connaît plus justement sur le terrain syndical aujourd'hui. Vous êtes sur un autre terrain, le terrain politique peut-on dire. Et comment vous vivez justement cette expérience, le passage de l'acteur social à l'acteur politique? C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans le mouvement syndical en général et à la tête du syndicat national des agents de douane en particulier, où j'ai été secrétaire général de 2003 à quasiment 2012 pour arrêter le mandat formel. Même si à partir du coup d'État et à partir de mon élection au poste de rapporteur général du Conseil consultatif national, j'avais arrêté toute activité syndicale parce que j'avais considéré que cela pouvait être incompatible. Donc j'ai passé plus de temps dans le syndicat. Je suis connu sous cette étiquette-là. Aujourd'hui, je suis dans la vie politique. La transition n'a pas été très difficile, pour dire la vérité. Vous savez que l'engagement dans la société civile ou dans les syndicats, c'est un engagement au nom et pour la collectivité. Donc l'engagement politique est également un engagement au nom et pour l'intérêt général, mais sous une étiquette et une idéologie politique bien précise. Aujourd'hui, c'est cela mon engagement. Je pense qu'il s'agit de deux écoles différentes, qu'il s'agit de deux responsabilités différentes. Et c'est pour cela que le ton, l'attitude, les devoirs, les exigences étant totalement différentes, en tout cas à partir de ces deux situations, il convient à chaque niveau d'avoir l'attitude qui convient. Et aujourd'hui, moi je suis totalement engagé dans une activité politique au service du président de la République, au service de notre parti, et je m'assume complètement de ce point de vue et j'estime, et en tout cas je travaille à avoir l'attitude qui convient dans cette posture-là. Justement, votre engagement politique, il est réel aujourd'hui et ça fait plus de 3 ans justement que vous êtes aux côtés du président de la République, où vous participez pleinement à la gestion justement du pouvoir. Alors, ces 3 ans qui sont diversement appréciés aujourd'hui, en vous gardant justement de toute logique partisane, comment voyez-vous la marche justement de ce pays aujourd'hui? Bon, d'abord, est-ce que je pourrais me garder de logique partisane? Si je le dis, les gens ne diront pas que je suis... C'est pas honnête, moi je suis partisan, j'ai un parti pris dans la gestion de ce pays, j'ai une responsabilité de la gestion de ce pays, j'ai été au gouvernement, je suis aujourd'hui au cabinet du président de la République, donc j'ai un parti pris connu et assumé de la gestion de la gouvernance actuelle depuis 3 ans. En plus, deuxièmement, il est assez confortable même d'avoir un parti pris dans
la gestion de ces régimes depuis 3 ans. Parce qu'à tous égards, et dans la plupart des secteurs de la vie publique, ce gouvernement a fait mieux que tous les autres. Et souvent, il a fait mieux que plus d'un gouvernement ou plus de 2 gouvernements réunis. En tout point de vue, nous avons un résultat qui nous permet d'être totalement à l'aise et d'assumer ce que nous avons fait en 3 ans dans ce pays. Premièrement, quand même, remarquer la démarche. Oui. Le président de la République est le seul candidat, il y a 3 ans, à présenter un programme, à donner des indications chiffrées, dire je m'engage à réaliser tel nombre de choses dans tel secteur. Donc le président de la République a pris lui-même le risque de se faire juger en 2016 par ses compatriotes. Certains ont pensé qu'il suffisait d'avoir un nom ou 20 ans dans le parti État pour se présenter et capter les voix des populations. Le président de la République a dit non seulement qu'il avait un nom, mais surtout qu'il a un programme, il a une vision, il sait où il va conduire le pays. Et deuxièmement, dans ce programme, il y a des indications chiffrées, secteur par secteur, qui font que lorsque l'heure du bilan arrivera, les Nigériens ils seront totalement à l'aise pour dire que vous êtes engagé à réaliser tel nombre d'activités ou à mettre tel montant de ressources dans tel secteur. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous l'avez fait, tant mieux, on vous remercie pour avoir tenu vos engagements. Si vous ne l'avez pas fait, nous acceptons d'être jugés et d'être sanctionnés sur la base de nos engagements. Donc du point de vue de la démarche, pour une fois au Niger, on sait où on va. On sait comment on va et on sait ce qu'on cherche de la construction du Niger et de la place du Niger de l'Afrique. Et c'est peut-être une rupture d'un point de vue politique. C'est absolument une rupture, en tout cas dans la tradition politique nigérienne qui est faite d'engagement souvent superficiel vis-à-vis des électeurs, parce qu'on considère que les partis à eux seuls suffisent pour considérer qu'ils ont un électorat quasiment captif dans telle région ou dans telle partie du pays ou suivant telle affinité. Le président de la République a fait en sorte que les élections de 2010, de 2011 ont été des élections vraiment très claires. Les Nigériens se sont prononcés sur la base d'un programme qu'ils connaissent. Les Nigériens se sont prononcés sur la base d'une vision qui leur a été indiquée. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il y avait la volonté, il y avait le souci de conduire le pays sur la base des engagements rigoureux. Ils pouvaient avoir la même démarche que d'autres candidats et ne pas présenter un programme, faire comme tous les autres pour considérer que le PNDS était déjà quasiment devenu le premier parti de ce pays et qu'à la faveur de la conjoncture, il pouvait être président simplement pour cela. Il a fait plus que tous les autres et ça, c'est un point important. Deuxièmement, sur la plupart des secteurs qui sont les plus importants, et c'est pourquoi je ne partageais pas l'avis de dire que c'est diversement apprécié. C'est diversement apprécié parce qu'il y a une logique qui est démocratique, c'est une logique d'une majorité au pouvoir et d'une opposition qui s'oppose, si on peut se permettre la répétition. C'est le rôle de l'opposition de contester ou de s'opposer, même sur les choses les plus évidentes, parce qu'autrement, elle se serait mise elle-même dans une posture inconfortable pour l'avenir, parce que si elle ne critique pas ce qu'on fait, si elle ne conteste pas même les choses évidentes, en 2016, mais qu'est-ce qu'ils diront aux populations? C'est un peu cette posture et on peut même leur accorder de ce point de vue. Mais maintenant, quand on regarde à l'intérieur de la gouvernance ce qu'on a fait, c'est l'essentiel des secteurs. Ce gouvernement a fait plus que tous les autres gouvernements réunis. Quand vous prenez le secteur de l'éducation, le secteur de l'éducation, le nombre de classes construites aujourd'hui ou en cours de construction, c'est quasiment entre 9 000 et 10 000 classes. Regardez le bilan de ce qui a été fait il y a 10 ans, c'est 3 000 classes en matériaux définitifs. Regardez en 10 ans, regardez ce qui a été fait de l'indépendance à nos jours, c'est 20 000 classes en matériaux définitifs. Ça veut dire que si nous maintenons la dynamique, en 5 ans, nous aurons fait 3/4 de ce qui aura été réalisé en 50 ans. Et ça, c'est des choses vraies, c'est des choses concrètes, c'est des engagements qui ont été pris et c'est des engagements qui ont été tenus. Bon, c'est des choses qu'on peut vérifier. C'est des choses qu'on peut vérifier, mais même ça, l'opposition le conteste. Donc vous voyez que c'est souvent simplement un jeu de rôle qui fait qu'ils peuvent le dire. C'est la question de recrutement à la fonction publique. C'est la question des revenus qui sont attribués aux fonctionnaires. Nous avons quasiment multiplié la masse salariale par 2,5. Et ces revenus, ils vont aux Nigériens. Ils vont chez les travailleurs que nous avons recrutés qui sont devenus encore plus importants. Nous avons porté l'effectif à plus de 80 000 agents publics de l'État. Jusqu'à une date récente, jusqu'à 3-4 ans, il était à peu près à 40 000. Donc, le nombre de Nigériens qui ont trouvé un emploi en 3 ans, il a été quasiment doublé de la fonction publique. Le revenu des fonctionnaires nigériens de la fonction publique, il a été multiplié par 2,5. Ça, c'est des ressources, c'est des choses concrètes qui ont été faites pour les travailleurs, c'est des choses concrètes qui ont été faites pour l'efficacité de notre administration publique.
Regardez le nombre d'équivalents points d'eau, ce que nous avons fait en 3 ans, ce que nous allons faire dans les 2 ans. Regardez le nombre de kilomètres de route. Nous avons jusqu'ici de l'indépendance à 2010 à peu près 4000 km de route. D'aucuns diront justement que le Niger est en chantier, Niamey est en chantier. C'est la preuve que ce gouvernement travaille, c'est la preuve que ce gouvernement s'active à construire des bases solides pour l'économie et c'est la preuve aussi qu'on veut transformer ce pays. D'autres l'ont dirigé en travaillant au jour le jour. On règle le problème qui se pose chaque matin. Ici, il y a un programme. C'est-à-dire qu'on veut transformer ce pays, on veut transformer les villes du Niger, on veut investir dans les infrastructures, on veut désenclaver le Niger, on veut que l'économie ait des bases solides. Si l'économie a une base solide, on crée les conditions de la création de la richesse et on la redistribue davantage. Donc, c'est un bilan qui nous permet d'être à l'aise et même d'être fiers de ce qu'on fait pour ce pays. Et nous allons continuer, même si du point de vue de l'opposition, c'est pas bien. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un jeu de rôle. Ils font ce qu'ils doivent faire dans la configuration démocratique qui est la nôtre. Mais ce qui est assez dérangeant, c'est de voir que souvent, les simples débats démocratiques au Niger, ils sont considérés comme une chose anormale. Mais s'il n'y a pas de débat démocratique, c'est la contradiction. C'est ça la démocratie. Et si on considère que c'est anormal que quelqu'un dise que non, malgré les évidences, ils n'ont pas fait quelque chose, et qu'on puisse dire mais c'est pas normal, mais alors on ne cherche pas la démocratie, on cherche autre chose. Nous sommes dans un système démocratique, nous sommes dans un système où nous avons accepté d'être jugés en 2016 sur notre bilan, et bien qu'on y aille et que chaque Nigérien fasse le point de ce que ce pays est devenu entre 2011 et 2016. Il y a aujourd'hui des réelles perspectives de croissance économique. Il y a l'amélioration de tous les indicateurs sociaux, que ce soit la question de l'éducation, que ce soit la question des ratios entre enseignants et élèves, que ce soit la question des ratios entre médecins et population, entre infirmiers et habitants. Nous avons amélioré tous ces indicateurs. Bien sûr, nous n'avons pas créé le pays idéal où il n'y a aucun problème. De toute façon, ce pays-là n'existe pas, mais nous avons améliorer tout ce que nous avons trouvé. Nous avons rattrapé un lourd héritage dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la fonction publique, dans le domaine de la stagnation des infrastructures ambitieuses pour le développement du pays. Sur beaucoup d'autres domaines, non seulement nous faisons beaucoup de choses, mais nous essayons de rattraper ce qui a été le lourd héritage que nous avons trouvé et qui n'est pas assez glorieux pour notre pays. Et vous avez 2 ans encore devant vous. Certainement que ces efforts seront encore consolidés davantage. Absolument. Tous les engagements ont été pris par année et donc chaque année nous travaillerons à améliorer les indicateurs et les engagements que nous avons tenus. Il y a aujourd'hui quand même dans le désert à venir un événement particulièrement important pour l'économie du pays, c'est le chemin de fer. Oui. C'est un rêve qui s'est arrêté il y a plus de 80 ans. Aujourd'hui, il reprend ces rêves-là. On réalise le rêve du chemin de fer pour le Niger. On réalise le rêve d'avoir un instrument économique incontestable de promotion et développement économique, c'est le chemin de fer. Parce que le chemin de fer va forcément permettre d'améliorer les échanges, va forcément améliorer les exportations et les importations du Niger. Il va aussi réduire le coût du transport. Or, vous savez que le coût du transport et le coût de l'énergie sont 2 facteurs importants qui rentrent dans la formation du prix et dans la formation des produits qui sont livrés aux populations. Donc, nous sommes en train de gagner une bataille importante à réaliser ce chemin de fer. Mais même là, même sur ce chemin de fer, nous avons eu des oppositions. C'est à croire qu'il y a des Nigériens qui voudraient que rien ne change dans ce pays, que tout se dégrade et que c'est en cela qu'ils se sentiraient mieux. Des oppositions, quel sens par rapport au chemin de fer? Lorsque le chemin de fer a été lancé, beaucoup ont dit que non, c'est un wagon qui a été loué pour la circonstance, après il repartira. C'est un artifice, c'est comme si c'est un jeu. Les gens, ils oublient toute l'importance économique et sociale qui se rattache à ce projet. Si des sociétés, des pays en Europe, en Amérique, dans toutes les contrées de ce monde-là, lorsque les pays se sont développés, il a fallu qu'ils mettent en place des systèmes efficaces et peu coûteux. Et parmi ces systèmes efficaces qui ont un rendement important, c'est le chemin de fer. Nous, on l'a espéré, il a été entrepris à partir du Bénin, il s'est arrêté à Parakou. Ici, il s'est arrêté au Burkina. Là-bas, il s'est arrêté de l'autre côté. Mais aujourd'hui, on entreprend, on reprend ces rêves-là, on reprend la machine, on remet en place cet outil économique important. Mais vous avez, à l'occasion de la cérémonie, des gens qui ont dit que non, c'est factice, c'est artificiel. Alors qu'on aurait dû s'attendre à un vaste élan unanime de tous les Nigériens pour dire nous allons soutenir pour que ce projet se réalise pour l'intérêt du Niger. Parce que le chemin de fer, il ne sera pas fait pour le mandat du président, pour ce mandat ou pour le prochain mandat ou pour le mandat de qui que ce soit.
Il est fait pour le Niger, il restera pour le Niger comme les chemins de fer ont existé dans tous les pays depuis 50 ans, depuis 80 ans, depuis 100 ans. C'est un investissement économique important. C'est un outil de création de richesses important que nous avons enfin, que nous sommes en train de réaliser enfin. C'est quand même c'est l'un des projets les plus importants, les plus structurants de notre économie qui est en train de se réaliser. Probablement même le plus structurant qui est en train de se réaliser au Niger. Mais même sur ce projet, M. Djibo, vous avez eu des oppositions. Donc lorsqu'on dit que c'est diversement apprécié, je voudrais qu'on relativise et qu'on considère que c'est souvent le rôle de l'opposition de le faire. Mais il ne faut pas tomber dans l'absurde. Parce que lorsque vous tombez dans l'absurde, les Nigériens, ils ne sont pas dupes, ils comprennent. Lorsque vous critiquez un projet que vous n'avez pas pu réaliser, vous avez eu 10 ans pour le réaliser et que nous sommes en train de réaliser depuis 3 ans. Lorsque vous critiquez un projet que des régimes, 3, 4 régimes se sont succédés sans pouvoir le réaliser, alors que tous lorsqu'ils venaient, ils disent on va le réaliser. Si ce n'était pas important, pourquoi tous les gouvernements avaient dit que nous réaliserons le chemin de fer? Les opposants d'aujourd'hui, notamment les tout nouveaux opposants d'aujourd'hui, lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 10 ans, à chaque année, à chaque activité, vous avez un séminaire, vous avez un atelier pour dire on va réaliser le chemin de fer. Ça veut dire que c'est important, ça veut dire que c'est un projet déterminant, mais ils étaient incapables de le réaliser. Nous, on ne s'en vante pas même de l'avoir réalisé, mais on dit que nous avons réalisé quelque chose d'important. Il faut que l'ensemble des Nigériens soutiennent ce projet pour l'intérêt du Niger. Aucun régime ne viendra le démanteler après. Ce n'est pas un train qui est fait pour l'occasion d'un mandat. C'est un train qui est fait pour l'intérêt du Niger et pour toutes les générations de ce pays. Donc moi je souhaite que même dans l'opposition, on soit cohérent, on soit rigoureux dans les appréciations. Mais de toute façon, le peuple nigérien, lui, il sanctionnera chacun d'entre nous. Ceux qui auront tenu leurs engagements, ceux qui auront joué l'opposition qu'ils ont joué et tout le reste, puisque les élections sont l'occasion pour chacun d'assumer ce qu'il a fait et d'être remercié ou d'être payé en conséquence. Pour consolider justement tous ces efforts qui sont en train d'être faits, vous avez besoin de la stabilité sans laquelle rien n'est possible. Aujourd'hui, avec l'actualité politique du moment, les Nigériens vraiment redoutent une certaine instabilité, une certaine crise politique et avec les arrestations en ce moment, le débat à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les gens quand même sont inquiets. Ils sont inquiets de quoi? Oui, du fait qu'il y a une éventuelle crise politique, une éventuelle instabilité politique. En tout cas, la seule crise qui existe, elle existe pour l'opposition qui n'a pas pu mettre en œuvre son plan de mettre en place une nouvelle majorité. C'est un jeu auquel ils se sont adonnés, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu, ils doivent assumer. Les débats qui se font à l'Assemblée sont des débats démocratiques. Il faut qu'on s'habitue à avoir des débats démocratiques, même vifs, même intenses, c'est la règle du jeu. C'est que les Nigériens ont déploré, c'est de voir des députés s'insulter, c'est de voir des députés se lever et vouloir faire la bagarre. Ça, c'est particulièrement affligeant pour l'image que les Nigériens ont des députés et même du rôle des responsables publics, quel qu'il soit, à quelque niveau que ce soit. Donc c'est cela. Mais les débats, ils doivent être vifs et intenses, c'est cela la démocratie. Ça ne doit pas inquiéter quelqu'un. Quelle crise il peut y avoir aujourd'hui alors que vous avez un gouvernement qui est en place? Un gouvernement qui a testé la confiance que les députés peuvent avoir en lui. Je ne connais aucun gouvernement en Afrique qui a testé cette expérience. Qui a eu cette confiance? Il n'y en a pas. Aucun gouvernement n'est parti pour 2 mois même, j'engage ma responsabilité sur un programme pour voir la confiance que les députés peuvent me témoigner. Vous avez vu la majorité confortable qui soutient le gouvernement à l'Assemblée. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où la majorité, c'est nous à l'Assemblée. Nous avons une majorité particulièrement confortable et qui est même allée au-delà des partis. Elle est allée au-delà des partis puisque vous avez des députés qui, même sans être des partis structurels de la mouvance, soutiennent le programme du président parce qu'ils pensent à l'intérêt général et parce que c'est leur liberté de conscience de croire qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant de transformation de notre pays, il faut croire. Donc il n'y a de crise que pour ceux qui n'ont pas réussi leur plan d'avoir une nouvelle majorité. C'est eux qui sont en crise et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut transposer cette crise sur le Niger. Vous avez un gouvernement qui fonctionne, vous avez une assemblée qui fonctionne, vous avez toutes les institutions de la République qui sont mises en place. C'est la première fois d'ailleurs que ça arrive au Niger. Toutes les institutions prévues par la Constitution sont en place. L'ordre juridictionnel conçu dans le cadre de la Constitution, il est totalement mis en place. Donc nous avons tous les pouvoirs qui sont en place, nous avons toutes les institutions qui fonctionnent. Les seuls qui ont des difficultés aujourd'hui, c'est l'opposition, qui a perdu un terrain important sur le point de vue de prise avec la population, du point de vue
de lien avec son électorat. C'est elle qui est en crise, c'est elle qui a des difficultés et c'est elle qui veut transposer la situation qu'elle vit à l'intérieur de ces partis sur le terrain politique. Donc, il y a crise à l'intérieur des partis de l'opposition qui n'ont pas pu réaliser le plan d'une nouvelle majorité à l'Assemblée. Pour vous, ce qui se passe actuellement est depuis normal, il n'y a pas à s'inquiéter alors. Mais personne ne s'inquiète, même vous ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'il y a juste une opposition qui ne veut pas que le président ait un bilan. Ça, en fait, c'est cela le rôle, c'est cela le jeu. C'est de dire que on va en 2016 et lorsqu'on va en 2016, c'est le bilan qui va être présenté. C'est quand même clair que lorsque le président ira en 2016, il défendra son bilan. C'est quand même clair que ceux qui ont géré le pays, on va leur opposer le bilan du président à leur bilan à eux, parce qu'ils ont géré le pays, tous ont géré le pays. Certains sur des durées nettement plus longues que d'autres, mais ils ont quand même géré le pays, ils ont le bilan. Donc nous allons leur dire, voilà ce que nous avons fait en 5 ans. Vous, qu'est-ce que vous avez fait en 10 ans pour les autres, en 3 ans ou en 2 ans pour certains d'entre eux? C'est cela le débat démocratique en 2000, ce ne sera pas autre chose. Et nous allons dire ça aux populations. Nous allons dire, mais entre ceux qui en 5 ans ont réalisé ça et ça pour vous, et ceux qui ont eu 10 ans pour le réaliser ne l'ont pas fait. Ils ont raison. Donc c'est cela le comportement de l'opposition. Donc avant 2016, il faut créer les conditions de tension, de crise qu'ils vont fabriquer sur le terrain politique, d'événements surjoués totalement souvent jusqu'à l'absurde et jusqu'à la farce. Faire en sorte qu'on ne parle pas du bilan du président, on ne parle pas de la réalisation de cette gouvernance, on ne parle pas de la vision et du destin de notre pays, mais qu'on parle plutôt de rapports personnels conflictuels ou de rapports partisans conflictuels, totalement dérisoires pour les Nigériens. Totalement dérisoires pour les Nigériens, puisque si tant est que ces partis sont sûrs de ce qu'ils font, ils sont sûrs que ce gouvernement est un échec, mais vraiment ils n'ont qu'à aller travailler auprès des populations et nous sanctionner en 2016. C'est ça la règle de jeu. Tous ceux qui s'engagent dans les partis politiques s'engagent pour gagner ou perdre les élections un jour. Mais alors s'ils sont sûrs que ce gouvernement est si mauvais qu'ils le disent, mais alors ils n'ont qu'à renforcer cette idée auprès des populations et qu'ils se préparent pour les élections. Ce n'est pas le cas. Donc je pense que les gens ils ne sont pas dupes. En tout cas, je ne crois pas que les Nigériens soient dupes. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se dit, vous avez commencé par dire ça, et ça je l'entends tous les jours. Ce pays est en chantier, ce pays est en construction, ce pays est promoteur. Donc pour un pays qui est en construction, le gouvernement il va continuer à s'assumer, à être plus fort là où nous avons des faiblesses. On va les corriger, c'est ça la gouvernance, c'est que aucun gouvernement n'est parfait, aucune gouvernance n'est parfaite. C'est un exercice quotidien de remise en cause. Mais là nous avons une vision, nous avons un programme, nous savons où nous allons. Et de toute façon là où nous allons, les Nigériens aussi le savent, puisque le programme a été abondamment vulgarisé, il a été dit et redit pendant les campagnes et on a précisé les engagements dans les secteurs sociaux, dans les secteurs économiques et dans tous les autres secteurs de ce pays. Donc nous sommes en train de réaliser ce qui est déjà connu et un programme qui a eu la validation du peuple nigérien. Sur les autres questions, vraiment je considère que... Et que pensez-vous de ceux qui pensent que tout ce qui se passe en ce moment serait lié justement au départ de votre principal allié de la majorité? Oui, en partie, l'ex-allié est parti de la majorité, pas pour aller dans l'opposition, mais ça paraît évident. Ils n'ont pas prévu d'aller dans l'opposition. Ils ont prévu de partir et de créer une nouvelle majorité, ils ont échoué. À partir du moment où la nouvelle majorité a eu des difficultés à se mettre en place, c'est là à créer les conséquences et les suites que vous avez maintenant que nous vivons. C'est lié. Donc c'est pourquoi je dis, lorsqu'on parle de crise, on parle de crise des plans de construction d'une nouvelle majorité qui ont échoué. On parle de crise à l'intérieur des partis qui ont perdu par leur prise de position la plupart de leurs militants. Lorsque l'ex-allié est parti, il a perdu en cours de route un grand nombre de ses militants et de ses cadres qui ont considéré qu'il n'y avait absolument aucune raison de vouloir quitter la majorité. Il n'y avait absolument aucune raison. Et ça, ces débats-là, c'est leur débat. Ils l'ont fait avec les mots et les termes que vous connaissez. Et donc, ils sont les mieux qualifiés pour le faire. Je rappelle simplement les faits. Et deuxièmement, la RDR qui est constituée, elle ne s'est pas constituée pour vivre dans l'opposition. Le renfort qu'ils ont reçu du dernier parti était censé leur permettre enfin, avec tout le travail qu'ils vont faire, d'avoir une majorité et de mettre le président en cohabitation. C'est tellement évident, je n'ai même pas besoin de le rappeler. Mais lorsque cela n'est pas arrivé, jusqu'ici ils sont encore minoritaires à l'Assemblée. Donc vous avez la crise des gens qui n'ont pas pu mettre en place le plan qu'ils ont prévu de mettre en place. Vous avez la crise des gens qui n'étaient pas préparés pour faire l'opposition. Si la RDR avait
était dans l'opposition, a accepté de jouer l'opposition depuis 2 ans. Le nouvel allié n'avait pas prévu d'aller à l'opposition. Certainement qu'il ne serait pas parti s'il savait que le plan allait se révéler comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une cascade de plans plus ou moins imaginaires, plus ou moins fantaisistes, à la limite grotesques, qui sont imaginés chaque matin pour tenter de mettre une tension artificielle sur la gestion de ce gouvernement et faire en sorte que on ne puisse pas s'acheminer sereinement vers des échéances qu'ils redoutent, parce que vous redoutez si vous ne faites pas le travail convenable qu'il faut avec les populations et si vous n'avez pas un bilan à présenter. Je le rappelle, et ça doit inquiéter ceux qui n'ont pas de bilan. Nous avons un bilan. S'il n'est pas bon, nous l'assumerons. S'il est très bon, comme nous le pensons, nous l'assumerons également. Eh bien, ceux qui ont dirigé ce pays et ceux qui ont un autre programme, ils n'ont qu'à présenter le bilan en 2016. Et on le verra. Donc, pour moi, c'est un exercice qui doit être assez simple, en fait, si chacun respectait les règles du jeu. Pour revenir à vous, maintenant que vous êtes politiquement engagé, vous avez certainement des ambitions. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Vraiment, j'ai des ambitions pour le pays et je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une dynamique qui nous permet de réaliser ces ambitions. Et c'est pour ça que nous sommes au service du président de la République. Parce qu'il a un programme, il a une vision et nous sommes tous au service de son ambition. Moi, je ne m'envisage pas avoir une autre ambition. Quel sens elle aurait aujourd'hui? Moi, je suis au cabinet du président de la République. Je fais tout, je mets toute mon énergie, je mets tout ce que j'ai comme intelligence, tous les moyens que j'ai pour que le programme qu'il a présenté puisse se réaliser. C'est comme cela qu'on aura une quelconque satisfaction, même à titre personnel. Nous, la satisfaction qu'on aura avant n'importe quelle autre, c'est qu'en 2016, on réalise les engagements qu'on a pris, qu'on le réalise, que le cabinet du président fonctionne normalement pour poursuivre le but visé et poursuivre l'intérêt général. Moi, en tout cas, c'est tout ce que je cherche dans la posture qui est la mienne actuellement. Je donne souvent la question, vraiment je ne sais pas quel sens ça pourrait avoir qu'on parle d'ambition, alors que nous sommes dans un cadre politique bien clair, nous sommes dans un cadre organisationnel bien clair. Franchement, moi je travaille et je sais que c'est l'ambition de tous ceux qui sont autour du président, de tous ceux qui sont dans la MRN, de tous ceux qui sont dans les autres partis et qui soutiennent le président. C'est de voir réaliser les promesses de ces programmes-là pour notre pays. Votre mot de la fin? D'abord, vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez d'échanger. Et ensuite, dire aux Nigériens qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de grille de lecture. Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper même de moyens et d'instruments pour arriver au pouvoir. Les moyens pour arriver au pouvoir sont clairs. C'est des moyens démocratiques. C'est se présenter devant les électeurs en 2016. Défendre un programme. Ou même attaquer notre bilan et gagner ce pouvoir démocratiquement. Les moyens, c'est d'assumer son rôle d'opposant. Parce que vous êtes dans une opposition, vous assumez votre rôle d'opposant, sans chercher à créer des artifices qui sont pas préjudiciables même pour notre gouvernement, mais pour notre pays. Parce que de plus en plus, on a tendance à présenter ce pays comme un pays où on parle d'attentats, où on met la violence dans la politique. Ce n'est jamais arrivé jusqu'à ce que un certain nombre d'individus aillent à l'opposition qu'ils n'ont pas prévu. On parle d'empoisonnement. Bon, ça, on l'a déjà entendu. Mais cette fois, elles ont les moyens du plan qui a été mis en œuvre. Et la justice donne ici une formidable occasion pour régler ça définitivement. Peut-être que c'est le même empoisonneur depuis le passé. Il y a des attaques violentes. Il y a des concepts comme l'ethnocentrisme et le régionalisme qui ont fait surface à partir du moment où une nouvelle opposition s'est formée. Il y a des thèmes que personne n'a abordés jusqu'à ce que certaines personnes tombent dans l'opposition par accident. Il y a des instruments que personne n'a mis en avant jusqu'à ce que certaines personnes tombent dans l'opposition par accident. Donc, il ne faut pas polluer l'image du Niger pour nous-mêmes, même pour les générations à venir. Il faut créer les conditions d'une durabilité de la sérénité. C'est ça qui a caractérisé le comportement des acteurs politiques. Et moi, j'attache beaucoup du crédit au choix du peuple, à la souveraineté du peuple. C'est le peuple nigérien qui doit sanctionner, qui doit applaudir, qui doit remercier les bons, les mauvais acteurs politiques. Et cette occasion, elle est fixée à l'avance des échéances qui sont mises en place. Et bien que chacun fourbisse ses armes, que chacun travaille à faire valoir ses idées et qu'en 2016, le peuple fasse son choix souverainement. Nous, en tout cas, nous avons un bilan. Nous travaillons à l'améliorer chaque matin. Mais je sais
nous savons tous qu'en beaucoup de points, en tout cas sur le point essentiel, c'est un bilan avantageux pour nous et c'est un bilan qui est meilleur que tout ce qui a été fait jusqu'ici pour ce pays. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et l'engagement du président de la République, l'engagement de tous ceux qui soutiennent le président, c'est de continuer à faire encore plus, rigoureusement plus, pour que les conditions de vie des populations nigériennes s'améliorent et que nous soyons tous fiers de notre pays. Monsieur Ibrahim Yacouba, merci pour cet entretien que vous avez accordé. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien de la semaine. Notre invité, Monsieur Ibrahim Yacouba, qui est directeur de cabinet adjoint du président de la République. Merci de l'avoir suivi. Ce sera la prochaine.